La crise économique post-Covid-19 pourrait être la plus violente, mais aussi la plus complexe de l'histoire contemporaine. Alors est-ce l'occasion de remettre les choses à plat, de repartir sur une autre forme d'économie? Mais cela ne reviendrait-il pas à sanctionner des entreprises qui jusqu'à présent fonctionnaient bien et permettaient aux Bruxellois, aux Belges et à bien d'autres personnes de vivre? Bienvenue dans Versus, votre émission de débat. Et autour de la table, 4 invités, 4 profils différents. Barbara Tract, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire bruxelloise à la transition économique. On verra comment vous voulez faire évoluer notre économie au lendemain de la crise sanitaire. Bruno Wattenberg, bonjour. Vous êtes économiste, observateur bien connu dans les médias. On verra avec vous votre analyse sur la situation actuelle, mais ce qu'on peut attendre des prochains mois. Et puis 2 entrepreneurs, Thibaut Georgin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, et vous nous expliquerez le concept écopreneur. Vous rêvez peut-être d'un monde un peu différent en termes d'économie. Présent aussi, Étienne Opitz, bonjour. Vous avez alors la charge de plusieurs entreprises bruxelloises. On connaît les magasins pêle-mêle, un restaurant aussi, le garage à manger. On sait que la restauration encaisse très fortement depuis le début du confinement. Quelle est d'ailleurs peut-être la première question pour vous, la situation aujourd'hui sur le plan économique des entreprises dont vous avez la charge, la librairie, le restaurant? Vous êtes comment? Inquiet? Vous êtes impatient de reprendre? Vous vous dites attention, on est à un moment de basculement et il y a danger? Pour ce qui est des librairies, on a déjà repris depuis le 11, si je me souviens bien. Et donc, on était très inquiets. On ne savait pas très bien comment ça allait se passer, si il allait y avoir un rush ou bien personne. Et ça s'est situé un petit peu entre les deux, en fait. Vous avez bénéficié des aides de la région? Vous attendez encore quelque chose? Alors, on a bénéficié des aides de la région. À Bruxelles, ça a été assez vite. En Wallonie, on a attendu un peu plus longtemps, mais on a fini par les avoir aussi. Barbara Tract, peut-être un mot sur les aides qui sont prévues par la région. Et puis après, on verra s'il y a lieu de les évaluer, de faire autrement. Mais qu'est-ce que vous pouvez proposer? Là, vous avez en face de vous un entrepreneur qui se pose quand même quelques questions pour l'avenir de sa structure et puis votre personnel, j'imagine. Que lui propose la région bruxelloise, concrètement? Oui, mais donc ce qu'on a essayé de faire au niveau de la région bruxelloise, mais aussi de l'État fédéral et d'ailleurs des autres niveaux de pouvoir, c'est de faire en sorte que les commerces, les indépendants, les entreprises qui ont dû soit stopper complètement leur activité, soit qui ont vu leur activité fortement impactée par les mesures de distanciation physique, de leur donner suffisamment de liquidité pour ne pas tomber dans le rouge. Et donc, ce que l'État fédéral a fait, c'est octroyer le chômage temporaire ou les droits passerelles qui permettent d'avoir quand même un revenu, aux travailleurs d'avoir un revenu. Vous y avez eu recours, j'imagine, le chômage économique dans votre entreprise? Ah oui, immédiatement. Je crois que je ne serai pas là pour en parler. Donc, il faut être clair sur le fait que la plus importante aide économique qui a été octroyée, c'est par l'État fédéral et c'est via les droits passerelles ou le chômage temporaire. Et puis, au niveau de la région, pour aider à faire face aux frais fixes, puisque plus de rentrées, puisque plus de clients, c'est donc plus de rentrée financière, mais toujours des frais à couvrir. Donc on a décidé d'octroyer des primes de 4 000 € pour les commerces qui ont été forcés, contraints de fermer, comme des librairies ou comme des restaurants. Et maintenant, une prime de 2 000 € pour des activités qui n'étaient pas contraintes de fermer, mais qui ont quand même vu leur activité ralentir. Alors Thibaut Georgin, votre regard, vous, d'économiste, ma question, elle est peut-être un peu directe, mais pourquoi est-ce que c'est plus facile de fonctionner par des aides, on va dire, forfaitaires? Et est-ce que ça correspond à la réalité du terrain? Parce que finalement, il y a des entreprises qui ont des frais parfois très différents, notamment dans ces fameux frais fixes qui sont, pour rappel, le loyer, la dette accumulée, etc. Oui, bien sûr, mais je pense que ces mécanismes sont plutôt des mécanismes de court terme, de bulles d'oxygène, je veux dire. Je crois que ça n'a pas vocation de sauver l'entreprise complètement, et on en parlera certainement tout à l'heure. Indépendamment de cette aide-là, il y a pas mal d'entreprises qui sont effectivement en grande difficulté. Chez Écopreneur, on a en fait 2 types d'entreprises. D'une part, ceux qui sont plutôt dans l'alimentaire, par exemple, qui ont connu vraiment un développement très important de leur activité. Les gens sont rués sur le bio, sur le local, sur le circuit court, etc. Donc ça a eu un impact. Mais donc ces entreprises-là aussi ont été aidées. Donc elles sont doublement gagnantes. Mais à l'inverse, il y a eu aussi des entreprises, même pêle-mêle, qui fait clairement partie, je veux dire, du concept d'éco-entreprise, avec son concept de récupération et d'économie circulaire, qui effectivement, eux, ont été beaucoup plus impactés par la crise. Alors Bruno Wattenberg, est-ce qu'on peut dire qu'au début de la crise, il y a des entreprises qui ont été aidées
alors que finalement, elles n'en auraient peut-être pas eu besoin. Parce que finalement, elles ont pu continuer à fonctionner, les clients sont rués. Vous prenez tous les mécanismes d'aide, à part le mécanisme de la garantie régionale, il y a toujours un effet d'aubaine. Vous pouvez analyser, à chaque fois, il est inévitable, il faut essayer de le traquer, mais on n'arrivera pas à le faire à 100%. Donc oui, il y a des entreprises, moi je suis indépendant, j'ai pu continuer à travailler, je n'ai pas demandé l'aide. Si j'avais demandé l'aide, j'aurais trouvé ça totalement inadéquat, je n'aurais pas été un bon citoyen. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à tourner et qui se sont dit, je prends l'aide parce qu'elle est accessible, c'est un retour sur impôt, et on peut discuter là-dessus infiniment. Mais l'effet d'aubaine, oui, il y en a eu très certainement. Et ça fait 400 millions quand même pour la région bruxelloise. C'est énormément d'argent. Je pense que ce qu'on vient de démontrer, heureusement ou malheureusement avec cette crise, c'est l'importance de l'économie qu'on ne soupçonnait pas. Tout cet argent qui a dû être mis, ces milliards avec le chômage temporaire et avec les aides directes des entreprises, c'est vraiment une meilleure idée pour le citoyen lambda de ce que représente la puissance de l'entreprise en matière de financement de la sécurité sociale, de financement de l'État et de financement du On vous public. entend encore après. Barbara Tract, Oui. est-ce qu'on va estimer, est-ce qu'on va évaluer l'impact de ces... Et se dire, est-ce que dans les 12, les 24 mois à venir, où il faudra encore des aides, on va fonctionner de la même manière, ou comment on va faire? Est-ce qu'on va peut-être aller plus au cas par cas, parce que on va dire, vous n'en avez pas besoin, vous étiez de toute façon déjà en situation délicate? Donc, au niveau régional, on monitore l'impact de cette crise et des mesures sanitaires sur notre économie chaque semaine. Et donc les décisions sont prises et on les évalue chaque semaine. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation, on a été, et j'espère que c'est terminé, dans une situation d'urgence où on a dégagé des aides linéaires. Moi j'aurais préféré qu'on regarde la situation de chaque entreprise et qu'on puisse donner exactement ce dont elle avait besoin. Mais pour la, pas assez de fonctionnaires et pas assez de données pour faire ça. L'aide de 4 000 € a été octroyée à 20 000 entreprises. C'est 20 000 dossiers qui ont été payés en 1 mois et demi de temps. Pour l'aide de 2 000 €, la prime de 2 000 €, on estime à 55 000 le nombre de bénéficiaires potentiels. Donc vous imaginez bien que si on devait les examiner un par un, cette aide arriverait peut-être dans un an, à un moment où elle ne serait plus nécessaire. Mais je voudrais quand même rappeler que dans les deux cas, pour l'aide de 4 000 €, ce sont vraiment pour les entreprises qui ont été contraintes de fermer. Donc on ne s'est pas trompé de destinataire, ce sont des personnes qui étaient dans l'incapacité d'exercer leur activité. Et pour l'aide de 2 000 €, on va demander la preuve d'une baisse significative de chiffre d'affaires. Donc on n'a pas jeté l'argent par la fenêtre. Alors, et puis quand bien même on se serait un petit peu trompé, il faut bien se rappeler que c'est une situation d'urgence et qu'il y a des tas d'entreprises qui survivent avec ça et qui seraient déjà par terre. D'entreprises et d'entrepreneurs aussi. D'entrepreneurs, oui. Alors justement, parce qu'on parle d'entreprises, est-ce qu'il y a des secteurs, et je ne pense pas qu'au secteur économique, mais des secteurs géographiques dans Bruxelles, au sein de la région bruxelloise, qu'il faut particulièrement surveillé. On a beaucoup, sur BX1, évoqué le cas du piétonnier. On sait que ça a été difficile parce qu'il y a eu les travaux, le centre, le lockdown. Mais est-ce qu'il y a comme ça d'autres parties de la région qu'il faut avoir à l'œil parce qu'à un moment, on se dit, là, ça pourrait être sensible dans les semaines encore plus qu'ailleurs? Qui a un élément de réponse pour ça? Mais à partir du moment où on a des zones dans lesquelles on a une concentration d'Horeca, une concentration de magasins qui ont dû fermer, et à partir du moment où ces magasins, ces Horeca participent à une attractivité qui est suprarégionale, ça veut dire faire venir des gens pour faire des courses à Bruxelles ou avoir des attractivités touristiques, ça veut dire que ça participe à l'attraction générale de gens qui font 300 km, 500 km pour venir à Bruxelles visiter un musée, mais qui sont attirés par le mix. Mais là, on risque d'avoir un déséquilibre de ce mix et on court le risque, si on ne le gère pas, d'avoir une perte d'attractivité pour la région de Bruxelles-Capitale dans un métier du tourisme dans lequel il y a beaucoup de travailleurs peu qualifiés. Et donc vous pensez quoi ici au centre-ville? Clairement le centre-ville, mais aussi toute la zone sur l'avenue Louise. Ces zones-là sont des zones auxquelles il va falloir faire très attention dans les prochains mois. Ouais, le centre-ville a été fort sinistré. Moi, je peux comparer entre le magasin d'Ixelles et le magasin du centre-ville. Le magasin d'Ixelles est reparti beaucoup plus vite. Ouais. Et encore maintenant, le centre-ville n'est pas seulement pour nous. Le centre-ville est vide. Je ne dis pas que c'est la faute de qui que ce soit, c'est juste un constat. C'est un fait. Et donc, ça va être c'est très difficile. Effectivement, en fait, on doit regarder l'économie aussi. Et je reviens sur le point de M. Wattenberg, de dire on n'imagine pas effectivement la force de l'économie d'occuper des gens, de rémunérer des gens, de faire tourner la machine. Et c'est précisément en fait ce qu'un peu Écopreneur et surtout le plan Sophia aujourd'hui tente à dénoncer. Sophia qui est inspiré du mot grec sagesse et qui veut penser de manière peut-être moins violente l'économie. Voilà, donc c'est un groupe de réflexion qui regroupe une centaine d'académiciens, enfin d'académiques et 200 entreprises de la transition, dont le réseau Écopreneur que je représente. Et
cet exercice a eu justement pour vocation de repenser l'économie. On est dans une situation où on va investir des montants immenses pour relancer la machine. Et le risque, c'est qu'effectivement, on la relance as usual, juste pour sa raison d'être de faire tourner la machine. Et nous, chez Sofia, nous pensons que c'est l'inverse. L'économie doit être au service de la société. Je cite, une petite partie du plan, mais on parle de revaloriser les personnels soignants, recycler des friches industrielles et commerciales, encourager des filières coopératives locales, supprimer les voitures de société. Boum, cette semaine, il y avait une étude sur les voitures de société. 65% des cadres disent qu'ils changeraient de travail si on leur retirait la voiture de société. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va y avoir un engouement de la population pour revoir quelque chose qui jusqu'à présent lui convient? Alors, il est clair que il est clair que ce plan est radical dans sa manière d'être avancé. Mais nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, ne faisons pas l'erreur de la double peine. C'est-à-dire qu'on va investir cet argent qui représente une part significative du PIB pour les années à venir. Et donc, va-t-on mettre une charge, je dirais, financière sur le dos des générations futures, en même temps que tous les problèmes environnementaux qu'ils vont devoir gérer? Ça, c'est... En tout cas, dans le Resilient Management Group et avec le plan Sofia, c'est vraiment notre volonté de ne pas faire cette erreur qui serait catastrophique. Donc oui, les voitures de société, c'est un tabou qu'il faut oser mettre sur la table aujourd'hui et sortir de cette Bruno Wattenberg, quand on préparait le débat, vous me disiez, mais on est dans un moment keynésien par excellence. Qu'est-ce que vous entendez par là? Un moment keynésien par excellence, et je reprends la prix Nobel d'économie, Esther Duflo, qui a vraiment théorétisé ça et qui dit, quand on a un pays est dans cette situation-là, c'est de l'argent public qui doit soutenir l'économie pour ne pas la faire totalement couler. L'enjeu, c'est la relance. Ça veut dire que si demain il y a plus de faillites, s'il y a beaucoup plus de gens qui perdent leur job, on sait que la reprise sera moins forte parce qu'il y aura moins d'acteurs économiques et il y aura moins de gens pour consommer. Donc par rapport à cet élément-là, on a besoin de préserver. Et à la limite, tous les calculs macroéconomiques indiquent que cet argent-là peut être à ce moment-là considéré comme un investissement. Mais dans un moment keynésien, il faut savoir aussi où est-ce qu'on place l'argent et bien le distribuer. Alors, et ne pas oublier les petits. Dans ce contexte-ci, les masses qui sont dégagées à la fois sur le Green Deal, à la fois par la Banque européenne d'investissement, les masses sont relativement importantes. Ça ne veut pas dire que tout fonctionnera bien. Mais je reviens sur la discussion. Pour moi, on est réellement dans une question de timing. On l'a vu avec le dossier Renault. Il faudra combien de temps pour relancer l'économie et pour assumer ce choc de 2 mois et demi de lockdown finalement? Alors, on espérait une stratégie de redémarrage, enfin une relance en V. Ça veut dire que c'est tombé brutalement et il n'y a historiquement aucune baisse aussi brutale de l'économie. Et on se dit, comme c'est un coma, on redémarre et ça va remonter comme ça. Non, et apparemment, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Parce qu'en fait, ça dure parce qu'il y a des règles. Et les règles, et elles sont très bien, les règles. Je veux dire, ce sont des règles sanitaires. Mais les règles sanitaires font que l'économie est bridée. On voit bien ça au niveau d'un magasin. Le magasin est bridé parce qu'on lui met un plafond. Si vous prenez votre chiffre d'affaires, donc ça va remonter doucement. Donc on est dans... Je voudrais écouter. Donc ça va, à mon avis, ça va être comme ça partout. Ça va remonter doucement. Et puis les gens ont pris d'autres habitudes. Ils font plus de télétravail. Et ils ont peur encore. Parce qu'on leur a fait très peur pendant longtemps. Et maintenant, tout d'un coup, on leur dit, allez-y, sortez. Ça ne marche pas avec tout le monde. Il n'y aura pas de reprise en V, il y aura une reprise lente, il y aura une reprise lente avec encore des accidents. Ça veut dire que beaucoup d'économistes considèrent qu'il y aura encore des épisodes de confinement dans certains endroits, qu'il y aura des retours, et donc que l'économie ne va pas redémarrer très fortement, elle va redémarrer lentement. Ça veut dire encore pendant plusieurs mois, certainement jusqu'à plus ou moins vers juin 2021, une série d'accros et une reprise qui est relativement lente, avec un prix à payer au niveau du pouvoir d'achat des citoyens et au niveau des faillites, bien évidemment, et une question énorme pour l'État, jusqu'où on met de l'argent public pour tenir l'économie sous perfusion. Alors justement, est-ce qu'on doit soutenir des entreprises comme Brussels Airlines? Je rappelle qu'au siècle passé, à la fin du siècle passé, quand la Sabena est au bord de la faillite, la région bruxelloise, à la demande du fédéral, met de l'argent sur la table pour sauver une compagnie aérienne belge. Est-ce qu'aujourd'hui, la région bruxelloise, Barbara Tract, pourrait mettre de l'argent pour aider Brussels Airlines, ou bien est-ce qu'au contraire on préfère aider 50 restaurants comme le Garage à Manger, des magasins comme Penmel? Est-ce qu'on peut se permettre de renoncer à l'un pour l'autre? C'est une hypothèse un petit peu théorique, parce que même avec toute la bonne volonté du monde, je pense que les budgets de la région de Bruxelles-Capitale seraient incapables de sauver Ils ne l'ont pas fait tout seuls, mais ils ont mis
Je suis par ailleurs quand même touchée par la situation sociale qui va affecter les travailleurs de cette entreprise. Le cas de Brussels Airlines, c'est un cas tout à fait particulier aussi parce qu'on est avec un type d'activité économique qui a un impact environnemental extrêmement lourd. Et donc au moment où une entreprise qui doit évoluer, exactement, au moment où ils viennent demander de l'aide et de l'aide massive des pouvoirs publics et de l'argent des contribuables, il faut se poser la question de l'impact de cette activité, l'impact environnemental, l'impact en termes de nuisances sonores par exemple, ou l'impact en termes, le coût social de cette activité. Et donc vous êtes prête à dire on va plutôt aider plusieurs petites entreprises locales? Là où la question se pose, donc c'est pas au niveau du gouvernement bruxellois, il faut vraiment se dire, il faut mettre des conditions à cette aide. S'il y a une aide, elle doit être conditionnée. Elle doit être conditionnée à des objectifs climatiques, liés à une transformation en lien avec les objectifs climatiques et à des conditions sociales, pas de licenciement sec. Mais au niveau bruxellois, on est sur des aides qui concernent l'économie réelle et locale et plutôt des Est-ce qu'on aidera, par exemple, Pêle-Mêle ou d'autres commerces du centre plutôt que Bruxelles? Pourquoi toujours envisager les petits commerces comme des petits commerces? La plus grosse entreprise de Belgique, c'est l'ensemble des petits commerces. Il y a 100 000 indépendants à Bruxelles. Donc, je veux dire, on voit toujours ça comme... Il y a d'un côté les grosses entreprises, oh mon Dieu, ils sont malades, il faut faire quelque chose. Et puis, il y a tous les petits, on ne voit pas... Je ne dis pas qu'on ne fait pas attention, mais... Il y a plein de filières. Il n'y a pas une personne, enfin une entité devant soi, mais en fait, si on les agrégeait, ça ferait une énorme entreprise. Ouais. Et c'est cette énorme entreprise qui fait fonctionner. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas toujours une question de nombre, c'est aussi une question de quelle économie. Moi, quand j'entends parler de courbe en V, en W, en L ou que sais-je encore, on parle de l'économie comme un animal non tangible. C'est quelle économie veut-on? Enfin, je reprends encore l'exemple de Brussels Airlines. J'ai fait une petite recherche sur les 10 dernières années. On a enregistré 6 années en perte, et perte, mais importante, avec des recapitalisations nécessaires, etc. On a doublé le nombre de passagers, on est passé de 5 millions à 10 millions, avec un prix par billet qui a chuté dramatiquement. Et pourtant, malgré ce doublement du chiffre d'affaires, cette société est toujours en difficulté. Et la difficulté, elle date d'avant le Covid. Qu'on arrête de dire que Brussels Airlines ou que l'aérien a été touché par la crise du Covid, tout l'aérien allait très mal avant. Les voitures, aujourd'hui on dit que les parkings sont pleins de voitures non vendues. Ça fait des années que quelque part, il y a une surproduction. Écoutez la réponse. Donc, sous forme de question, s'il vous plaît. On fait quoi? Mais justement, il faut remettre l'économie au service de la société. C'est pas l'économie qui crée de la valeur à répartir dans la société, c'est la société qui doit décider quelle économie elle veut. On a assisté aujourd'hui à une reprise en main du politique sur la crise sanitaire. On doit assister à cette même reprise en main du politique sur le dimensionnement d'une économie au service de la société. Et on est tout à fait d'accord que ça ne peut pas se faire au niveau uniquement de la région bruxelloise, ça doit se faire évidemment au niveau de l'Europe. On vous a compris. Je voudrais entendre Bruno Wattenberg là-dessus, il était très sage. Tout le monde ici autour de la table est convaincu qu'on n'a pas envie de l'économie d'hier et qu'on a envie d'une nouvelle économie. En même temps, je crois que tout le monde est d'accord qu'il n'y a personne qui va oser arbitrer à très court terme, ça veut dire demain matin, ça veut dire en septembre, ça veut dire en janvier, entre l'environnement, nouvelle économie plus respectueuse de l'humain et de la planète. Je suis personnellement convaincu, je travaille là-dessus avec beaucoup d'entreprises. Mais personne ne va faire cet arbitrage par rapport à l'emploi. Et donc, quand j'entends Sofia, moi je peux à 99% rejoindre Sofia, monter sur la table avec mon drapeau et je vais soutenir Sofia et ça me fera plaisir. Attendez, par contre, sur demain matin, ça veut dire à partir de septembre, la question, par exemple, qui se pose pour Renault, par exemple, de dire, OK, on ne peut pas avoir de licenciement à partir du moment où on sait très bien que Brussels Airlines n'est pas du tout rentable, a un business model qui ne fonctionne pas bien et que Brussels Airlines allait devoir restructurer. Qu'est-ce qu'on fait à court terme pour limiter les dégâts? Si on ne fait rien ou si on décide d'être extrêmement sélectif, on va devoir regarder les gens dans les yeux et de dire, désolé, vous perdez votre emploi, on espère que vous allez vous former pour vous être capable d'être compétent dans d'autres domaines. On a déjà énormément de difficultés à trouver les compétences. Et donc, si je peux ces grosses entreprises sont quand même de gros pourvoyeurs d'emploi et donc du carburant pour l'économie. Exactement. Et c'est ce qu'on arrive, si on parle d'Air France avec Airbus et ainsi de suite. La seule manière qu'Air France soit moins polluant, c'est de diminuer l'aérien. Et ça veut dire mettre Air France dans une... Et il faut le faire. Mais donc, on ne peut pas opposer à court terme. Pour les petites entreprises, les banques ont eu comme, je ne vais pas dire comme instruction, mais ils se sont organisés avec l'État pour faciliter l'accès aux prêts pour avoir des liquidités. Sauf pour les entreprises qui étaient déjà en difficulté avant la crise. Ce qui est très simple. Donc oui, mais tout le monde ne se pose pas. Pour les petites entreprises, personne ne se pose la question. Mais quand c'est Brussels Airlines, on se dit, alors qu'ils sont en perte depuis des années, on se dit,
peut-être qu'il faudrait quand même qu'on les C'est à aide. cause de l'emploi. Je n'ai rien contre Brussels Airlines, simplement, il faut bien se rendre compte qu'on regarde déjà les choses au départ de façon déformée. Thibaut, Georgien, parce que vous appelez avec le groupe Sophia une économie plus relocalisée, et j'imagine que Barbara Tract vous dira que le gouvernement bruxellois veut aller en ce sens. Mais tous les masques qu'on a reçus des communes, de la région, étaient pour l'immense majorité, nous on les a regardés, fabriqués en Chine. Alors est-ce que de nouveau il n'y a pas quelque chose de complètement illusoire là, de penser qu'on va pouvoir rapatrier des productions, alors j'ai pris les masques mais on pourrait prendre d'autres éléments, les vêtements, qui se sont délocalisés parce qu'elles coûtent beaucoup plus cher chez nous. Est-ce que les gens vont, pour éviter une nouvelle crise Covid, changer leurs habitudes de consommation et payer 2 fois, 3 fois le prix habituel? Tout ça porte un nom, hein. C'est toujours le réalisme. Et donc je pense que souvent le débat, et Sophia le vit tous les jours, c'est cette notion, ok, mais vous êtes dans l'idéal, c'est pour demain, on verra plus tard, non, etc. D'abord, les sérieux, l'économie, ce qui génère de l'emploi aujourd'hui. Pour prendre votre exemple des masques, à Bruxelles, il y a eu une initiative, Emmanuel Mosset, Ecorès, Travi, ont mis en place un système qui a permis de produire, je pense, près de 300 000 masques. On a les moyens à Bruxelles, on veut faire quelque chose pour rapatrier de la production. Qu'est-ce qu'on pourrait... On n'a pas beaucoup entendu Barbara Tract depuis le début. On ne répond pas à la question sur les emplois. Hein. Pas seulement, mais précisément, donc pas seulement à Bruxelles, mais même au niveau belge ou au niveau européen, on doit relocaliser. S'il y a bien une leçon à tirer de cette crise, c'est qu'on doit ramener de la production de biens essentiels. L'exemple des masques est le meilleur exemple de la difficulté qu'on a. Quand on a des chaînes de valeur qui font en sorte qu'on produit des biens de première nécessité au bout du monde, dans des conditions sociales qu'on n'accepterait pas ici, avec un coût environnemental qui est inacceptable, et qu'en plus ça nous met dans une situation de vulnérabilité, de difficulté en cas de crise. Je pense que la leçon qu'on doit tirer de la crise, elle est évidente. Et effectivement, on doit relocaliser. Et donc, on a eu, en très peu de temps, effectivement, l'occasion de relocaliser une partie de la production de masques en tissu. On a pu bénéficier d'ailleurs de l'aide et de la solidarité de nombreux Bruxellois et Bruxelloises pour les produire, et je les en remercie. C'est un exemple. Donc, c'est possible de relocaliser l'économie en Belgique. Ça va créer des emplois. Oui. Ça va créer des emplois. Ça va créer aussi des biens de qualité. Je pense que tout le monde est aujourd'hui conscient de la mauvaise qualité de certains vêtements, par exemple, qu'on peut acheter dans des magasins que je ne citerai pas, mais je pense que tout le monde peut les identifier, qui ne résistent pas au moindre lavage. On a ici des personnes avec du savoir-faire et qui peuvent faire des biens de qualité. Ça crée des opportunités économiques aussi. On peut attendre que d'autres États autour de nous ou que d'autres régions autour de nous prennent les devants. Tant pis, on sera derrière eux. Ou bien on peut décider de prendre les devants. Et je pense que c'est ça qu'on doit commencer à faire dès aujourd'hui. Quelques mesures du plan Sophia, c'est vraiment ça. Je veux dire, Sophia, c'est pas uniquement un call to action, comme on dit, un plaidoyer, c'est aussi des mesures extrêmement concrètes. Il y a 200 mesures sur 15 thématiques, c'est du sérieux, il y a des chiffres dedans qui démontrent que c'est possible et que des gens sont déjà prêts à prendre ce tournant. Je suis convaincu, mais on m'a toujours pas répondu sur demain matin, on fait quoi avec des activités qui ne s'inscrivent pas parfaitement dans cette dynamique-là et pour lesquelles il y a des emplois qui risquent d'être perdus. Qu'est-ce qu'on va dire à ces travailleurs ? Ça, c'est la question qui me préoccupe. C'est pour ça que vous m'avez derrière vous et à titre professionnel aussi. Le gouvernement va pas moment par moment faire des choix entre l'emploi et la transition. Parce qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, on parle peut-être pas que de la région bruxelloise, mais ne seront pas devant ce choix-là. Vous êtes une femme politique. Oui, mais donc ce qu'on a dit depuis le début de la législature, déjà dans la déclaration de politique régionale, mais aussi ce que dit le Green Deal, après notre déclaration de politique régionale, c'est qu'on veut faire une transition. Et donc on n'est pas en train de dire qu'on met à la poubelle le monde d'hier et que en fait il n'y a que les nouvelles entreprises qui seraient absolument parfaites sur le plan social et environnemental qui vont être soutenues. Donc on va aider ces entreprises à aller à leur permettre d'atteindre eux aussi ces objectifs. On repart sur la DPR, la DPR va phaser ça. Et donc de transition écologique. Pour moi là on est vraiment dans cette transition. Et puis après on passera à l'argument recevable. Mais est-ce que le gouvernement, au niveau bruxellois et de nouveau les autres entités fédérées, auront les moyens de soutenir et la consommation des ménages et les entreprises? Est-ce que de nouveau, à un moment, il va falloir, par obligation, faire des choix entre l'un et l'autre? Je sais, Bruno Wattenberg, ce sont les deux pieds qui permettent d'avancer, mais les finances, elles sont ce qu'elles sont. Oui, mais donc on est en train de... Honnêtement, je veux dire, le budget régional aussi, c'est une grande question. Je veux dire, le budget qu'on avait adopté juste avant l'année 2020, voilà, aujourd'hui, on a dépensé
450 millions Ça pour sera répondre à la milliard. crise. Donc, vous dites que ce budget, seront on va des devoir confections de complètement, budget très difficiles. complètement le réécrire. Mais il va falloir qu'on adopte aussi des mesures qui sont cycliques, c'est-à-dire qu'elles nous aident à la fois aider à la consommation de certains, ça aide à l'activité économique d'autres, et que l'activité économique de certains aide à l'activité économique d'autres. Donc on va devoir être créatif aussi. On vous a compris. On en vient donc à la tradition de Versus, c'est l'argument recevable. Jingle. J'étais fort d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, et notamment je voudrais revenir sur la question des emplois. Je pense que c'est une question très très importante à Bruxelles, et donc garder le lien entre la transition écologique qui est absolument indispensable et qui va nous donner des opportunités aussi économiques, et la création d'emplois me semble être important. Étienne Opitz, comme chef d'entreprise, vous avez entendu des choses qui vous rassurent, un argument recevable peut-être dans le chef de la secrétaire d'État? Moi, elle ne m'a pas inquiété spécialement. Je veux dire, je suis relativement d'accord avec philosophiquement avec tout ce qui se dit là. Mais ce qu'il y a, c'est que, entreprise. mais c'est-à-dire qu'on n'en a pas finalement tellement parlé. Je voulais revenir au concret, c'est-à-dire que dans les prochains mois, il faut sauver les gens tout de suite. Et après, on peut toujours, l'un n'empêche pas l'autre, on peut quand même voir comment est-ce qu'on va progresser et Thibaut Jean, échanger. Un argument. Alors, je voulais dire à M. Wattenberg que je ne suis pas insensible évidemment à ses arguments sur l'emploi, mais je pense que simplement ça doit être clairement conditionné, et donc il faut que les conditions soient très fortes, et que le business model de ces entreprises qui sont importantes en emploi, mais pas tout à fait en cadre avec la société telle qu'elle devrait évoluer dans le cadre des défis climatiques et environnementaux, doit s'adapter et pas continuer sur cette course en avant. Bruno Wattenberg, en 10 secondes, vraiment, 10 secondes. La notion de filière, où tout est dans le systémique, et il faut arrêter de voir un prisme, il faut faire du systémique et voir quelles sont les activités qui impactent. Merci à tous les 4 d'être venus. Merci à vous d'avoir regardé ce débat sur BX1, à suivre évidemment aussi sur notre site internet bx1.be. La semaine prochaine, une autre question, d'autres invités, d'autres points de vue.